Bonjour les enfants, on se retrouve pour le troisième récit, comme promis, après la fabuleuse aventure du ruban noir, c'est l'histoire de l'homme. La première et la deuxième histoire que je vous ai racontées occupaient presque toute la longueur du ruban. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est ce qui s'est passé vers la fin, et même dans le tout petit morceau rouge. Vous vous souvenez, ce petit morceau rouge? C'est notre histoire à nous, les êtres humains. Parmi tous les mammifères qui se sont développés après la disparition des dinosaures, il y a un groupe qui nous intéresse tout particulièrement. C'est celui des primates. Et dans ce groupe, il y a deux familles. Celle qui s'est transformée petit à petit pour devenir les singes et celle qui s'est transformée progressivement pour devenir les hommes. Cela veut dire qu'avant que les deux groupes se séparent pour toujours, il y a eu un ancêtre commun, à la fois celui des singes et le nôtre. Les spécialistes ne savent pas encore très bien à quoi il ressemblait. Ils supposent juste qu'il vivait en Afrique il y a environ 10 millions d'années. Pour reconstituer toute l'histoire entre cet ancêtre et l'homme d'aujourd'hui, on a juste les fossiles que l'on trouve dans le sol. Des morceaux de squelettes d'hommes préhistoriques, des crânes, quelques dents, des outils, des traces de pas. Ce sont comme les pièces d'un puzzle géant. Imaginez-vous, un puzzle de plus d'1 million de pièces. Et on n'en a trouvé que quelques petites centaines. Et en plus, on n'a même pas de modèle. C'est un vrai travail de détective. Les spécialistes, qu'on appelle des paléontologues, cherchent les pièces et essaient de comprendre. Pour la préhistoire, très très lointaine, ils ont une seule pièce, le crâne fossile de Toumaï. Le voilà, le crâne fossile de Toumaï. C'est la seule chose qu'ils aient trouvée qui date de la préhistoire. De la préhistoire très très lointaine. Toumaï vivait il y a 7 millions d'années. L'endroit où son crâne se rattachait au reste du corps est sous le crâne, comme pour nous, parce que nous nous tenons debout. Chez les singes et les autres animaux qui marchent à quatre pattes, il est à l'arrière, parce que leur colonne vertébrale est à l'horizontale. On peut donc déduire que Toumaï pouvait se tenir debout. Or, l'homme est le seul animal à marcher confortablement sur ses deux jambes. On en sait un peu plus sur un personnage plus proche de nous dans le temps, l'Australopithèque. Celui-ci vivait en Afrique de l'Est entre 3,8 et 2,3 millions d'années. L'Australopithèque pouvait aussi marcher debout, mais moins bien que nous. On a même retrouvé ses empreintes de pieds dans de la cendre fossilisée. Alors, voilà les empreintes de pieds de l'Australopithèque. Ce sont les empreintes de l'Aitolie dans la cendre fossilisée. Ce sont les traces d'un adulte et d'un petit. Vous voyez ici l'adulte et plus petite, des empreintes plus petites qui correspondent certainement aux empreintes d'un petit. Sans doute une mère et son enfant qui fuyaient une éruption volcanique. Le plus célèbre fossile d'Australopithèque est un squelette presque entier. C'est le squelette de Lucie. Ça, c'est la plus belle chose, la chose la plus complète qu'ils aient pu retrouver. Les scientifiques qui l'ont trouvée l'ont appelée Lucie. Bien sûr, Lucie ne nous ressemblait pas vraiment. Elle mesurait à peine 1,10 m
et était sans doute toute poilue. Ses longs bras montrent qu'elle devait encore grimper dans les arbres, probablement la nuit, pour dormir à l'abri. Mais à cette époque, les animaux non plus n'étaient pas tous encore comme aujourd'hui. Les chevaux avaient 3 doigts, il y avait des tigres à dents de sabre, des léopards géants. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer le fait que des primates habitués à grimper aux arbres et à courir à 4 pattes se dressent sur leurs pattes arrière et ne reposent plus leurs mains par terre pour marcher? L'explication la plus répandue est la suivante. Ils vivaient en Afrique, dans une région où le sol s'est effondré sur une distance de plus de 3000 km à cause des mouvements des continents. D'un côté de cette faille géante, le climat est devenu très sec et les arbres sont devenus plus rares. Ils ont été remplacés par la savane, juste des herbes hautes. Dans les arbres, il est facile de surveiller les alentours, mais pas dans les hautes herbes. Sauf si on se redresse. On pense donc que c'est pour voir venir de loin les animaux dangereux que les australopithèques se sont mis debout. Très lentement, nos ancêtres ont continué à se transformer, soit pour s'adapter au changement de climat ou à une nouvelle végétation, soit parce que leur façon de se nourrir évoluait. Nous entrons maintenant dans le petit morceau rouge de la fin du ruban, celui que les spécialistes considèrent comme le premier homme véritable et l'Homo habilis, l'homme habile. Pour s'abriter, ils construisaient des huttes de branches comme vos cabanes. On a retrouvé les cercles de cailloux qui bloquaient les branches au sol. C'est lui aussi qui a commencé à tailler des pierres pour faire des outils. On pense qu'il est le premier à avoir utilisé un véritable langage. Il est possible qu'il ait voyagé hors du continent africain. Il y a eu aussi les Homo ergaster, il y a environ 1,8 million d'années. Plus grands et plus forts que les autres, avec de longues jambes qui leur permettaient de marcher longtemps, c'étaient de grands voyageurs. Ils se sont aventurés hors du continent africain, en Asie, puis en Europe. On pense que jusque-là, tout le reste de la Terre était vide d'hommes. Vous imaginez? Presque toute la Terre sans hommes. L'Homo ergaster savait probablement déjà capturer le feu quand il y avait un incendie, puis le conserver et s'en servir pour durcir des pointes d'outils en bois. Mais ce sont les Homo erectus, ceux qui viennent ensuite, qui ont sans doute été les premiers à savoir allumer du feu. Ils l'ont appris à leurs enfants, qui, une fois adultes, l'ont à nouveau appris à leurs enfants. Leurs mâchoires et leurs dents ont petit à petit changé de forme car ils mangeaient leurs aliments ramollis par la cuisson au lieu de les mastiquer crus et très durs. Ils n'avaient plus besoin de déchiqueter la viande avec leurs dents. Ils savaient aussi tailler des bifaces dans du silex, de belles pointes de lance en forme d'amande, symétriques. Ils étaient surtout capables de s'adapter à toutes les conditions de vie et on a trouvé leurs traces aussi bien dans des régions très chaudes que dans des zones glaciales. Nous sommes maintenant dans le dernier millimètre du morceau rouge du ruban. Le dernier millimètre, hein. 1 millimètre, c'est grand comme l'épaisseur d'une aiguille de pain, hein. Le dernier millimètre du ruban rouge. En Europe, à cette époque, il y avait un drôle de personnage qu'on appelle l'homme de Néandertal. Il enterrait ses morts au lieu de les abandonner à l'air libre. Il savait se soigner grâce à des plantes médicinales qu'il récoltait dans la nature. Il taillait des pointes de flèches pour la pêche avec une grande habileté. Il savait même faire de la colle pour perfectionner ses outils. Et il brûlait une sorte de charbon pour se réchauffer. Il était grand et robuste fort. Il avait même un cerveau plus gros que le nôtre.
Pourtant, il a disparu mystérieusement il y a environ 40 000 ans. Pourquoi a-t-il disparu? On ne le sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est qu'un autre homme est venu s'installer en Europe quelques dizaines de milliers d'années avant cette disparition. C'est l'Homo sapiens, l'homme savant. On l'appelle aussi l'homme de Cro-Magnon, parce que le lieu où on a trouvé le fossile de son squelette pour la première fois, en Dordogne, s'appelle Cro-Magnon. Celui-là nous ressemble tout à fait. Avec un jean et un t-shirt, on ne le reconnaîtrait pas au milieu des hommes d'aujourd'hui. Sauf peut-être parce qu'il se moucherait avec ses doigts et aurait l'air un peu perdu en ville. On pense qu'il est apparu il y a seulement 100 ou 200 000 ans, il y a à peine 8000 générations. L'homme de Cro-Magnon, c'est nous. Nous sommes des Homo sapiens. Peu à peu, les techniques se sont perfectionnées. Les hommes ont su faire des outils de pierre de plus en plus fins. Ils ont inventé le propulseur et le boomerang, deux fabuleux outils pour la chasse. Ils ont appris à sculpter finement des os pour fabriquer des aiguilles à coudre et des harpons. Ce sont eux qui ont fait de magnifiques peintures sur les murs des grottes. Ils ont commencé à semer des plantes comestibles et à faire des récoltes. Ils ont apprivoisé des chiens sauvages pour qu'ils les aident à chasser et des chevaux pour se déplacer sans effort. Ils ont élevé des moutons, des vaches, des cochons, des poules. Ils ont construit des maisons solides en pierre ou en terre et les premiers villages. Ils sont allés habiter partout sur la terre, même sur le continent américain encore inconnu des hommes. C'est pour cela qu'il y avait déjà des Indiens en Amérique quand Christophe Colomb y a débarqué 20 000 ans plus tard. Il y a environ 5 000 ans, ils ont inventé l'écriture et la roue. Il y a environ 4 000 ans, ils ont construit les pyramides d'Égypte. Il y a environ 3 000 ans, ils ont inventé notre alphabet. Et ainsi, on est passé de la préhistoire à l'histoire. En Europe, il y a eu les Gaulois, les Romains, les chevaliers du Moyen-Âge, la redécouverte de l'Amérique par Christophe Colomb, le règne de François Ier, celui de Louis XIV, la Révolution, la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais aussi toutes sortes d'inventions, de découvertes, de créations artistiques, dans notre pays et partout dans le monde. La lunette astronomique, le moulin, la brouette, le moteur à vapeur, puis à essence, l'électricité, le téléphone, l'ordinateur dont vous vous servez tous les jours n'existe que depuis 1936. Peut-être que vous, un jour, à votre tour, vous inventerez quelque chose qui fera évoluer l'humanité. Et peut-être que vous deviendrez archéologue ou paléontologue. Voilà. Et ça, c'est une peinture qu'on a retrouvée dans la grotte Chauvet, en Ardèche, et qui a certainement été peinte il y a environ 30 000 ans. Voilà. Elle représente des chevaux et les peintures rupestres que l'on pouvait trouver comme ça dans les grottes nous ont permis, alors pas à moi personnellement, mais à tous ces chercheurs, ils ont permis de retracer un petit peu l'histoire de l'époque. Voilà, c'est comme ça qu'on a su qu'ils avaient domestiqué les chevaux, parce qu'ils ont dessiné des chevaux sur les murs des grottes. Voilà, alors j'espère que ce troisième récit vous a plu et on va se retrouver très très bientôt pour finir. Il en reste encore deux, le 4e et le 5e, mais ce sera pour plus tard. Allez, à bientôt les enfants!